Après, une fois que toi, tu as validé ça, tu as déswitché quelque chose, tu as décliqué. Donc moi, le déclic, je ne peux pas te dire, si je te dis ça, tu vas avoir le déclic. Par contre, je peux te dire que si tu es dans le processus de vouloir avoir le déclic, que si tu es dans le processus de te former continuellement, d'écouter Karl, de suivre des formations, de systématiquement t'améliorer et rester étudiant, au bout d'un moment, tu vas avoir de la réussite. Tu t'apprêtes à voir une rencontre au sommet. Qu'est-ce que c'est une rencontre au sommet avec Karl et invité? Dans le fond, c'est des entrevues que j'ai eu le privilège de faire, soit pendant les sommets de la vente que j'ai organisés dans le passé, ou des entrevues à venir. Donc, je t'invite à rester à l'écoute, prends des notes, va te chercher un cahier, prends des notes parce que l'intervenant que tu as vu, que tu vas voir, a des choses puissantes à te partager. Et comme tu te retrouves sur ma chaîne YouTube, c'est le même mot d'ordre. Écoute, absorbe et action. Je te laisse avec notre invité. Salut tout le monde, je suis vraiment excité. Cette entrevue ici, on a Yannick Alain, le fondateur de la Neuro Business School. Je vais le laisser se présenter parce que je sais que je vais oublier des trucs qu'il a fait. Yannick, c'est un plaisir de te recevoir pendant le sommet de la vente. Merci d'avoir accepté l'invitation. Karl, c'est un honneur pour moi d'être invité à ton sommet, déjà parce que c'est toi, et puis aussi pour parler de vente, parce que c'est tellement rare qu'on parle de vente, vraiment de la vente, qui est pour moi un outil tellement merveilleux. Et donc, bah, du coup, voilà, je travaille et j'œuvre énormément à changer la vision que les gens ont autour de la vente. Je te remercie d'œuvrer avec moi, mon frère. Vraiment, donc merci beaucoup pour ça. Excellent, ben merci. Puis, tu sais, juste pour mettre en contexte les gens, on s'est rencontrés dans un mastermind. À un moment donné, tu as dit, je suis passionné de la vente. Puis moi, dans ma tête, ça fait, ça me prend Yannick. Et là, je parlais avec toi tout à l'heure. Puis tu me partageais que tu as vraiment un beau bagage en vente. Donc, je suis encore plus content de t'avoir pendant le sommet. Euh, pour que les gens qui te voient peut-être pour la première fois ou ils ont déjà entendu ton nom, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? C'est quoi ton parcours? Puis tu peux même aller aussi là, à l'époque que tu étais je sais pas si tu appelais ça un chef d'équipe, là, mais que tu montais les équipes, tout ça. Qu'est-ce que tu Ouais, m'expliquais tout à directeur l'heure, là? commercial. Ouais. En fait, j'ai été commercial, puis directeur commercial, puis directeur général. Donc, j'ai vraiment cheminé dans l'entreprise, dans le monde de l'entreprise, à tous les postes, en tout cas à tous les postes commerciaux, on va dire, de Mhm. promotion. Et aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, donc je fais tout. Je fais tout. La gestion, la vente, le marketing, tout ça. En tout cas, j'ai vu tous les postes. Et moi, à la base, il faut savoir que je suis quelqu'un qui suis issu de la campagne toulousaine. Donc, je suis en France, je suis français. Je ne peux pas trop le cacher avec mon accent. Et de cette campagne toulousaine, donc cet endroit où c'est un petit peu le Shawinigan de la France, on va Ah, dire pour vous. Ouais, on s'aime beaucoup avec Mélissa Normandin-Robert. mhm. Ouais. Donc, du coup, on parle souvent de ça. Elle me disait que c'était un peu perdu, mais moi, c'est un peu ça. Et j'ai été élevé par mes grands-parents. Mes grands-parents qui avaient beaucoup de valeurs humaines, de gentillesse, d'amour. En tout cas, surtout ma grand-mère, pour qui j'ai un amour inconditionnel qui est parti bien trop tôt. Et, euh, et du coup, j'ai un rapport avec la vente qui est très particulier parce que ma grand-mère détestait les vendeurs. On y reviendra peut-être tout à Oh. l'heure. Mais en tout cas, elle n'aimait pas les vendeurs. Et du coup, je me rends pas compte à quel point, en fait, cette injonction parentale et cette influence qu'elle a eue sur moi a été quelque chose un vrai défi pour moi à relever quand j'ai dû me mettre dans les baskets du commercial. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Oui. Et ensuite, bah, j'ai cheminé, j'ai dépassé plein de choses au niveau du commerce. Et au sein de ma carrière, en fait, j'ai réussi à devenir, je pense, un commercial équitable. C'est-à-dire quelqu'un qui a su à la fois, d'ailleurs c'était le nom de mon premier blog qui s'appelait Commercial Équitable, quelqu'un qui à la fois fait du commerce et qui à la fois voit le commerce comme un rendre service à son client. Hmm. Et ça, c'est quelque chose en fait que j'avais peu vu dans le monde du commerce, y compris moi dans le monde français francophone, hein. Mhm. Et donc voilà, et donc du coup j'étais en colère de voir que par la suite quand j'ai cheminé, que je suis devenu entrepreneur, de voir qu'il y a énormément de gens qui ont des talents, qui ont des choses incroyables à partager, qui sont des géniaux massothérapeutes, des géniaux thérapeutes, des géniaux, peu importe, mais qui ont juste une problématique, c'est parce ils n'arrivent pas en fait à vendre. Et ça me met Mhm. en colère parce que c'est pas compliqué, c'est à la portée de tout le monde. Il faut juste déswitcher certaines choses dans votre cerveau et vous êtes capable de vendre en fait. Et donc voilà, et ça c'est quelque chose qui me met profondément en colère parce qu'en plus, comme il y a beaucoup de gens qui ont des mauvaises pratiques dans la vente, bah du coup ça accentue les préjugés que les gens ont. Et du coup, bah, les gens, tu peux pas devenir ce que tu méprises. On en parlait rapidement tout à l'heure. Je Mhm. suis Ouais. d'accord là-dessus. Et donc du coup, quand tu dois te lancer, tu te dis, ouais, j'ai des grands rêves, je veux être un super entrepreneur, et que tu omets
de te dire que tu vas devoir en fait devenir le vendeur aussi de ta boîte. Et d'ailleurs, certains d'entre vous doivent peut-être sentir de l'urticaire ou une résistance ou un boule dans le ventre à entendre ça. Bah, tu te dis non, non, je fais tout le reste sauf ça, alors que c'est Ouais. le nerf de la guerre et que c'est Mhm. super important. Donc bah, voilà, tout ça, ça me mettait en colère. Donc je me suis dit, il faut que je monte un programme, que je monte un écosystème autour de la vente pour aider les gens à se réconcilier avec la vente et à aimer vendre, à apprendre à aimer vendre parce que Mhm. vendre, c'est avant tout donner, c'est avant tout aimer. Voilà, et donc bah, voilà, Mhm. c'est pour ça que voilà, en tout cas voilà pour me présenter. J'ai travaillé pour des grands groupes comme Toshiba, Microsoft, Intel. Je peux te faire toute l'autorité qui va bien. J'ai une boîte qui fait plusieurs millions d'euros. Voilà, je peux faire tout ça, mais c'est pas Ouais. pour moi l'essentiel. L'essentiel, Mhm. c'est que je sais de quoi je parle quand je parle de vente. Ouais. Ça me passionne, ça m'amuse, et que voilà, mon job il est là-dessus. Voilà. Parfait. Ben, merci d'avoir partagé tout ça. Ça paraît là, que tu es passionné par ça. Euh, et tu l'as dit, on va y revenir plus tard, c'est sûr qu'on y revient tout de suite, parce que tu parles de ta grand-mère. Tu as dit des choses importantes, puis je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui nous écoutent. On a tous des gens qu'on aime et qu'on a aimé quand on était petit, qu'on a affectionné et qui avaient une mauvaise image de la vente. Donc, toi, tu nous dis, c'est ta grand-mère, c'est quelqu'un d'important pour toi, gentillesse, amour, des choses Mais oui, ce qui est important complètement. pour toi aussi. Quelqu'un de Et, très, très important pour moi. Et tu vois, je vais même te la montrer parce que je l'ai là. ah Je l'ai ben, tout vas-y. avec moi, avec ma grand-mère. Je suis toujours avec elle. Donc, je sais pas si tu veux que je partage ou est-ce que tu veux ou je peux peut-être même le partager directement comme ça. Là, voilà. Et en fait, Ah, excuse-moi. Hop, c'est ouais, Gérard, vas-y. c'est pour moi. Hop, full screen. Et voilà, effectivement, ma grand-mère, c'est quelqu'un qui a eu un impact très important pour moi. Voilà, elle est ici, la mamie d'amour que Hein, j'aime. Et donc, du coup, et j'ai été élevé, moi, justement, dans la campagne toulousaine. Et, euh, et quand j'étais petit, je devais avoir peut-être 10-11 ans. Un jour, j'entends ma grand-mère, en fait, qui parle avec... alors, chez nous, en fait, je ne sais pas si vous avez ça au Québec, mais nous, en fait, quand tu vis à la campagne, souvent, tu as le boulanger, le poissonnier, le charcutier. Ils venaient à la maison. C'est-à-dire qu'en mhm. fait, ils avaient comme un camion. En fait, Ouais, ils venaient à la maison, ils ouvraient le camion. Et comme si, tu vois, il avait le marché, et du coup, tu choisissais. Et on avait le boulanger, on avait le charcutier, on avait le poissonnier qui venait, et on avait la dame avec le camion brocante. Et elle venait, en fait, et elle ouvrait son carnet, et puis elle avait plein de choses à vendre, des choses très différentes. Elle avait des chaises à rempailler, elle avait de la maroquinerie, elle vendait des sacs, elle vendait plein de choses. Et mes grands-parents l'aimaient beaucoup à cette dame. C'est quelqu'un OK. en qui ils avaient confiance. Et donc, elle passait une fois tous les mois peut-être, et du coup, une fois tous les mois, ben, il lui lâchait quelques petits trucs comme ça. Et un jour, cette dame ma mère est une chanteuse professionnelle. Donc elle est là et elle n'est pas là. Ma mère, elle est souvent en déplacement. Et un jour, euh, cette dame, en fait, elle voit sur ma mère une robe que ma mère, à l'époque, avait achetée en cuir verte, qui était magnifique. Ma mère avait acheté ça à l'époque 6 000 francs, dans l'équivalent de 1 000 dollars. Mais aujourd'hui, ça doit valoir encore plus parce que Mhm. dollars de l'époque. Mais en tout cas, c'était une très belle somme. Et, euh, et en fait, elle dit à ma grand-mère, j'ai vu votre fille l'autre jour avec cette robe-là, ma fille se marie ce week-end, j'aimerais tellement que vous me prêtiez cette robe pour ma fille. Et donc là, ma grand-mère est embêtée, on n'a pas les téléphones portables comme on a à l'époque. Donc, ma grand-mère est embêtée parce qu'elle n'ose pas prendre la décision pour ma mère qui n'est pas là. Mhm. Et elle décide de prendre sur elle-même et elle dit, vous savez quoi, je vais vous la prêter, j'ai confiance en vous, je vous la prête. Et autant te dire qu'on n'a jamais revu cette robe. Oh. Et je me rappelle que ma grand-mère, en fait, quand elle a commencé à voir que la robe ne reviendrait jamais, l'avoir entendu parler à plusieurs reprises et même m'avoir dit, même personnellement, m'avoir dit, tu vois, mon chéri, quand on est trop gentil, on se fait avoir. Oh. Et tu vois, les commerciaux, c'est tous des salauds. Et Oh. tu vois, ça, moi, à 10-11 ans, dans ma tête, Mhm. je m'en fous. Je me dis, ok, mamie, pas de problème, tu vois. Et sauf que quand j'ai fait, après mes études et tout ça, on s'est rendu compte que j'étais mauvais à l'école. Il a fallu que j'aille voir ma conseillère d'orientation, ma professeure principale, et là, tu as ton rendez-vous avec la vie, tu vois, où quelqu'un va, au travers de tes notes, te dire, ben, toi, tu es fait pour ça ou pour ça. Et Mhm. là, la conseillère d'orientation et ma prof principale, surtout ma prof principale, me dit, Yannick, je pense que tu es fait pour être commercial. T'es pas bon en maths, pas bon en français, t'es pas manuel, t'es pas intellectuel. A priori, il y a que les commerciaux qui vont te prendre. Tu sais, c'est un peu ça, quoi, tu vois.
Et moi, en fait, je me dis, ben, tu sais, ok, va pour une. Tu sais, je savais pas quoi faire. Donc, tu sais, bon, ben, d'accord, j'ai 12 ans. Je me dis, allez, d'accord, je vais faire ça. Et je pars avec ça sous le bras. Sauf que je me rends pas compte à quel point ma grand-mère, dans sa grande sagesse, Hmm. dans tout ce qu'elle m'a dit, ces phrases-là vont me percuter chez moi. Qui fait que quand moi, je vais me lancer dans le commerce, ça va être super compliqué pour moi de me lancer. Je veux dire, mais parce que c'est compliqué, pourquoi parce que je ne peux pas devenir ce que je méprise. Et comme en plus je Mhm. tombe sur des entreprises qui ont très peu de scrupules et qui ne sont pas très éthiques, ben, il se passe quoi en fait? Il se passe quoi? Tu vois, c'est-à-dire que moi, en fait, du coup, je me dis, mais je ne peux pas vendre. Et c'est lorsqu'un un de mes. Donc, j'ai fait plusieurs expériences dans la vente, j'ai même monté ma boîte, tout ça. Je n'ai pas réussi, j'ai échoué au début. Enfin, voilà, j'ai été mauvais. Et un jour, je suis tombé sur un mentor qui m'a dit, qui m'a réconcilié, qui m'a dit, tu sais, Yannick, le job d'un vendeur, c'est avant tout d'aider un autre humain à prendre Hmm. une décision intelligente. Ton job à toi de vendeur, c'est d'aider un autre humain, et j'en ai plein de comme ça, à prendre une décision intelligente. Ton job de vendeur, c'est pas de vendre, c'est de donner envie à l'autre d'acheter. Donc, Mhm. tu n'es plus le vendeur qui force le client, tu es le vendeur qui aide le client à prendre une décision intelligente et tu es le vendeur qui est suffisamment attractif et inspirant pour que les gens viennent à toi plutôt que d'essayer d'aller absolument vers les gens. Oui, tu vas avoir une action commerciale, oui, tu vas les appeler, mais tu dois être inspirant auprès des gens. Et ça a tout changé pour moi. Et la question que j'avais envie de poser à ton audience, c'est quelle représentation est-ce que vous faites d'un vendeur aujourd'hui? Mhm. Soyez très honnête avec vous-même pour savoir où vous en êtes personnellement. Quelle représentation, vous qui regardez cette vidéo, vous faites d'un vendeur? Est-ce que c'est une représentation, si vous y réfléchissez, on va dire, allez, je vous laisse, allez, quelques secondes, vous mettrez pause la vidéo et puis vous mettrez quelques secondes, mais qu'est-ce que vous pensez des vendeurs? Et alors, bah, maintenant que vous avez travaillé en fait finalement sur cet aspect-là de qu'est-ce que vous pensez des vendeurs, maintenant j'ai envie que vous vous posiez la question, est-ce que vous avez envie de ressembler à ça? Mhm. Est-ce que vous avez envie de ressembler à ceux que vous pensez des vendeurs? Donc, moi, je vous le dis, je ne cherche pas la réponse absolue. Je veux la réponse la plus honnête pour vous. Donc, je ne vais pas vous demander la réponse et Karl non plus. Mais c'est important que vous vous posiez la Ben, question dans votre cœur, en fait, qu'est-ce que vous pensez des vendeurs et si c'est aligné avec ce que vous voulez devenir. Et si ce n'est mhm. pas le cas, ben, c'est important de faire un travail là-dessus. J'adore cette question-là. Je la pose régulièrement moi aussi. Ma réponse à moi, si je remonte peut-être 5, 6 ans passés, c'était comme non, je veux pas avoir d'air de ça, je veux pas être ça. Mais maintenant, tu sais, que j'ai réalisé que c'était humain, que c'était aidé, ben oui, je veux devenir de plus en plus, comme tu disais, inspirant et attractif pour aider encore plus de gens. J'ai aimé ce que ton mentor t'a dit, aider l'humain à prendre une décision intelligente, c'est fantastique. Et tu as eu ce mentor-là qui a fait le déclic, parce que, tu sais, veux Alors, pas, tu partais du type personne qui aime pas vendre, là, avec ta grand-mère et tout, et là, tu es passionné par ça, il donc, y en a eu plusieurs, en fait. Il y en a eu ouais. plusieurs, en fait. Euh, mais en tout cas, il y a eu ce déclic-là. Et il y a eu un déclic aussi que j'ai eu, c'est que je me suis rendu compte très tôt que les clients, ils t'achetaient toi. Hmm. Alors, je comprenais pas. Au début, on me disait, ouais, le client, il y avait plein de vendeurs qui me disaient, des pros et tout, qui me disaient, le client, il n'achète pas ton produit, il t'achète à toi. Et je comprenais pas ça. Je comprenais pas ça. Donc, j'ai mis longtemps à comprendre que l'enthousiasme, que l'amour que tu mets dans ton acte de vente, que l'élan que tu donnes, en fait, et l'énergie positive que tu envoies, que quand tu es le rayon de soleil de tes clients, ben, fatalement, en fait, ça fait de toi un meilleur vendeur et un meilleur humain, avant tout. Et comme ça fait de toi un meilleur humain, ça fait de toi un meilleur vendeur. Alors oui, tu as des vendeurs qui sont sans scrupules, mais ce sont des vendeurs qui brûlent des secteurs. C'est qui sont dans la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire ce sont des vendeurs qui ne peuvent pas rester dans un secteur pendant longtemps. Eux, Mhm. leur job, c'est d'escroquer un maximum de personnes le plus souvent possible. Il y en a beaucoup sur Internet aussi d'ailleurs. J'ai appris récemment, au week-end dernier, qu'il y avait un gars qui avait appelé sa boîte B2P. Et en fait, ça voulait dire business to pigeon. C'est-à-dire que le mec, il se faisait un plaisir d'escroquer les gens sur Internet. Wow. Et Wow. je trouve ça juste hallucinant.
et Mhm. de me dire que le mec avait monté sa boîte B2P, business to pigeon. Et que le mec, je trouve ça juste fou, en fait, de ça. Mais encore une fois, ça existe, tout ça, d'accord? Donc, je suis pas en train de me dire, de vous dire, ouais, on est dans le monde de béni, oui, oui, Mhm. on dit oui à tout, machin. Non, non, ça existe vraiment. Maintenant, vous, quel genre de vendeur vous voulez être? Parce que je peux vous le dire, si vous voulez rester dans la longueur, dans la durée, et vous inscrire dans la durée, soyez un meilleur humain, meilleur vendeur. Je peux vous assurer que avec le temps, ça paye. Maintenant, ne cachez pas ne vous cachez pas derrière votre gentillesse ou derrière. J'écris d'ailleurs un livre sur la gentillesse qui s'appelle Les gentils aussi méritent de réussir, que tu pourras trouver sur Amazon au moment où vous regarderez la vidéo. Vous tapez sur Amazon, vous allez pouvoir trouver le livre dans tous vos bons libraires, vous pourrez le trouver. Et la gentillesse pour moi est quelque chose d'essentiel, est une valeur essentielle à la vente. Vraiment, je pense même que c'est une grande qualité à la vente, la Mhm. gentillesse, parce que pour moi, le prêt à donner doit remplacer le prêt à prendre. Souvent, on est dans le prêt à prendre. Oh, quand on est vendeur, je prends, en fait. En réalité, quand on est vendeur, on donne, en fait. Et pour moi, c'est vraiment, en fait, l'incarnation de ça qui fait que, voilà, la gentillesse, pour moi, est une des qualités essentielles à la vente. Si vous voulez rester et gagner dans le temps, votre valeur gentillesse doit être chevillée à votre corps. Et je sais que vous l'avez tous. Et je sais d'ailleurs qu'un méchant ou un con n'existe pas. Je pense qu'il n'y a que des gentils résignés qui ont des attitudes mauvaises plutôt qu'autre chose. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que votre gentillesse, elle est puissante. Et si vous voulez réussir dans le temps, ben c'est ça qui. Ne pas vous cacher derrière votre gentillesse, à vous dire ah non, non, moi je ne peux pas réussir, je suis trop gentil. Non, non, tu peux être gentil et tu peux être affirmé. Tu peux être gentil Mhm. et tu peux taper du poing sur la table. Tu peux être gentil aussi avec toi-même, en respectant qui tu es et en respectant ton intégrité. Être gentil, ça ne veut pas dire oui à tout. Mhm. Donc, c'est important pour moi aussi de vous dire que par moment, vous allez peut-être devoir aussi vous affirmer et dire hey, non, ça, c'est pas OK pour moi. Et ça ne veut pas dire de vous que vous n'êtes pas gentil ou que les gens ne vous aimeront pas ou quoi. Ça voudra dire que vous vous cachez derrière vos peurs ou votre manque de confiance en vous ou votre manque d'estime. Je pense que vous valez mieux que ça. Donc, je crois que c'était important en tout cas de faire en tout cas un focus là-dessus par rapport à la vente. Oui. Et puis, un élément aussi qui pour moi est important, c'est autorisez-vous à réussir aussi. Souvent, par loyauté familiale, pour ne pas bousculer l'ordre établi que vous avez autour de vous, chacun à sa place. Moi, je veux pas trop réussir, je veux pas trop d'argent, parce que tu sais, trop d'argent, ça fait pas le bonheur. Enfin, je sais pas si vous avez ce type Oh oui. voilà, d'expression au Québec, mais je trouve ça tellement dommage de se dire, alors que la réussite, c'est tellement. Alors, déjà, elle appartient à chacun, déjà d'un. Mhm. Mais je pense, autorisez-vous à ça. Autorisez-vous à, à vivre votre propre lumière pleinement. Ok. Mhm. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Moi, il y a une question qui m'a toujours taraudé. C'est moi, quand je suis dans ma douche, je me mets à danser. Je me mets à faire le fou. En fait, ma vie, tu sais quoi, allez, je te passe un extrait d'un film, ça va te faire rire. Pas de ta douche, là? Ouais, non, pas de ma douche. Je ne vais quand même pas voilà, mais je te passe un petit extrait, ça devrait te faire rire. Et moi, ça ressemble beaucoup à ça dans ma douche. Just take them old records off the shelf. I sit and listen to what you say. Today music ain't got the same song. I like the old time rock and roll. Don't try to turn it to a disco. You'll never even get the today music's all that I'm gonna know. I like that old time rock and roll. Stay like that old time rock and roll. That kind of music just to soothe your soul. Vous vous rendez compte bien sûr que je suis maintenant dans l'obligation de vous tuer. Écoute, moi, ça ressemble à ça, la vérité. Mais pourquoi on a honte quand on chante devant sa glace, quand on est complètement en train de danser, de se lâcher complètement? Pourquoi on a honte quand quelqu'un finalement nous surprend alors qu'en fait, finalement, on incarne juste qui on veut être vraiment, en fait, finalement. Et je crois que Mhm. l'humain, la pudeur de l'humain, en fait, à incarner ce qu'il a envie d'incarner, à incarner son rêve, d'être peut-être chanteur, d'être danseur et tout ça. Je trouve qu'on l'étouffe trop, en fait, cette partie-là. Et j'avais vraiment envie
ben voilà, de vous en parler parce que autorisez-vous à réussir aussi. À votre manière, la réussite n'est pas forcément que l'argent. Mhm. La réussite, c'est comment vous la définissez, c'est être avec ses amis, mais pourquoi est-ce qu'on aurait une vie avec des concessions concernant notre réussite? Pourquoi on aurait ou la vie de famille, ou être heureux, ou avoir de l'argent? Pourquoi on aurait ou avoir finalement une vie d'abondance ou une vie de cœur? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas mettre plus de et dans notre vie Hmm. plutôt que ou? De mettre du et, de dire et je veux avoir de l'abondance, et je veux réussir, et je veux être épanoui, et je veux être une bonne personne aussi, et je veux être honnête. On n'est pas obligé de faire des concessions là-dessus. Et ça m'amène en fait à une phrase, je ne sais pas si tu connais, Karl, le texte de Marianne Williamson. Tu le connais ou pas? Euh, Peut-être que je connais le texte, là, le nom me dit quelque chose. Là. Écoute, je te le passe parce que je trouve qu'il est magique ce texte-là, et en tout cas, moi, il me parle énormément. Et puis comme ça, on pourra le débriefer après si ça te parle, en tout cas. Oui. Ah. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous déprécier ne servira jamais le monde, et ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit qu'on est, en espérant rassurer les gens qui nous entourent. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence suffit alors à libérer les autres. Ça me parle beaucoup, moi, ce texte-là, parce que je sais que certaines personnes qui l'écoutent sont plus proches de certaines phrases ou autres, tout ça. Mhm. Je veux dire, quand moi j'ai commencé un petit peu à réussir dans le métier, comme toi, Karl, j'imagine ça a dû t'arriver, tu as toujours des résistances dans ton entourage. Mhm. Des résistances, des gens qui te regardent ça, qui te voient te lancer, tu te prends pour un autre. Tu sais, tu te la racontes, tu te la joues, tu fais des vidéos sur Internet, mais c'est n'importe quoi et tout ça. Et c'est rigolo parce que tu passes comme un cap au début, en fait, où tu doutes, où tu as tout ce brouillard-là au début qui arrive. Et puis quand tu tiens bon, en fait, tu t'aperçois qu'après le brouillard, ben, tu deviens un exemple et que ces mêmes personnes qui te critiquaient avant, en fait, viennent te voir et viennent te dire putain, bravo. J'ai même des gens qui m'ont critiqué, qui m'ont dit putain, j'ai toujours cru en toi. Oui, moi aussi, j'en ai de ça. C'est rigolo, en fait. Donc, Et là, tu dis merci. Puis, juste, autorisez-vous à réussir aussi et j'ai une ne soyez question pour pas. toi, si tu me permets. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que tu dis, autorisez-vous, il y a deux trucs là, que tu as dit, c'est ce qui est génial. Là. Puis moi, quand je t'écoute, j'entends beaucoup d'espoir. Parce que, tu sais, s'il y a quelqu'un qui écoute puis il fait, mais ça n'a jamais marché, ça n'a jamais fonctionné pour moi la vente, on s'en fout parce que ce que tu disais, c'est que deviens un meilleur humain, deviens plus inspirant, plus attractif, puis ça va t'amener du résultat dans ta vente. Fait que si tu n'as pas de résultat dans ta vente, c'est peut-être juste parce que tu n'es pas rendu cet humain-là. Tu parles de dire autorisez-vous à réussir. Ça, on l'entend souvent. Est-ce que tu as comme un truc parce que tu sais, avec les résistances, pour enlever ces résistances-là, j'en profite là, parce que c'est toi, là. Mais pour enlever un peu ces résistances-là, pour dire je m'autorise à réussir. C'est comme. Écoute, je pense que c'est un processus en fait de s'autoriser à réussir. Je pense que ça passe par beaucoup de prise de conscience et de déclics qui font que déjà le fait de te regarder toi, de te suivre, d'être sur ta chaîne, je pense que c'est déjà un très bon pas et un très bon conseil que je pourrais donner aux gens. Suivez Karl, parce que ça va vous aider finalement au travers de son exemple. Je crois que Karl, quand on te voit, une des choses en fait, moi qui me frappe, c'est que tu incarnes pleinement un bel humain et un vendeur d'exception. Et pour moi, en fait, c'est te dire, bah, regarde, tu as un vendeur d'exception, tu as un des meilleurs vendeurs du monde francophone en fait devant toi qui est Karl. Tu te dis, putain, et ce mec-là, est-ce que c'est un bel humain? Est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que je le trouve bien, ce mec-là? Et tu vois, petit à petit, plus tu vas regarder des personnes comme ça, plus tu vas regarder des conférences, plus tu vas te dire, en fait, moi, le déclic que j'ai envie que tu aies, et je pense qu'il n'y a que en travaillant et en faisant ce type de formation-là avec Karl ou en étant accompagné, même avec quelqu'un d'autre, peu importe, qu'au bout d'un moment, tu as le déclic de te dire, putain, et si c'était possible pour moi aussi? Je veux juste que tu arrives à avoir ce déclic-là. Parce qu'à partir du c'est possible pour moi aussi, tout est possible. Parce que juste à partir de ce déclic-là où tu arrives à te dire, putain, est-ce que tu crois que c'est possible pour moi? Rien que te poser la question, c'est déjà bon signe. Déjà. Et après, c'est te dire, comment est-ce que je peux faire maintenant
pour matérialiser au mieux ça. Après, ce que je peux vous inviter également à faire, c'est à ne pas vous pendre par la langue. Ce que j'appelle me pendre par la langue, c'est-à-dire dire ah ça y est, j'ai trouvé une formation, c'est sûr, je vais gagner, c'est certain maintenant, je vais réussir, j'ai fait ça. Parce que plus vous élevez les attentes, plus vous pourriez avoir de la dépression, dépression et de la déception surtout. Et cette déception-là, elle va faire qu'au bout d'un moment, si c'est trop dur pour vous, vous allez rejeter le modèle, vous allez rejeter les formations et vous allez tout rejeter en disant ouais, le développement personnel ça marche pas, c'est nul, les formations en business ça marche pas, je suis pas fait pour la vente, et vous allez développer des croyances qui vont aller à l'encontre de qui vous êtes profondément. C'est juste d'aller avec beaucoup d'humilité dans la formation, dans les choses, et de vous dire ok, c'est à la portée de tout le monde. Ça, c'est la croyance que j'aimerais que vous ayez, parce que croyez-moi, j'ai dans mon programme qui s'appelle Master Persuasion, où on enseigne, on fait un exercice, un atelier qui dure 4 heures, sur comment je vous démontre à quel point vous êtes un bon vendeur, déjà, de base. Et vous faites cet atelier, c'est je crois, le 2e ou le 3e atelier qu'on fait dans Master Persuasion. Je vous le démontre. C'est-à-dire que les gens sortent de là en pleurant, en se disant putain, j'imaginais même pas que je pouvais devenir un vendeur, en fait. Et être un vendeur, je pensais même pas que j'avais ça en moi. Une fois que je te l'ai démontré, après une fois que tu as validé ça, tu as déswitché quelque chose, tu as décliqué. Donc moi le déclic, je peux pas te dire si je te dis ça tu vas avoir le déclic. Par contre je peux te dire que si tu es dans le processus de vouloir avoir le déclic, que si tu es dans le processus de te former continuellement, d'écouter Carl, de suivre des formations, de systématiquement t'améliorer et rester étudiant, au bout d'un moment tu vas avoir de la réussite. Et après, pour initialiser le fait que tu sois un vendeur, souvent ce qui est très, très compliqué. Moi, quand je montais mes équipes de vente, je partais très souvent avec eux. Et je disais ensuite à mes chefs des ventes et tout ça d'aller avec eux pour qu'ils puissent réaliser leur première vente, pour les mettre dans une situation de réussite. Et ça, c'est un élément qui est hyper important quand tu es vendeur. C'est tant que tu es au tout début, on te dit, voilà, tu as l'impression d'être un perroquet. Tu te dis, bon, si tu commences dans la vente, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Je sais pas trop, voilà. À partir du moment où tu as ta première vente, juste la première vente, tu développes une certitude et une confiance qui fait que tu te dis putain, c'est possible. Je te raconte une rapide histoire là-dessus. Ouais. Je suis embauché dans une boîte, j'ai 23 ans, 22 ans. Je suis embauché dans une boîte qui fait des... non, j'ai plus que ça, excuse-moi, j'ai 26 ans, 27 ans. Une boîte en fait qui est dans le routage de documents. Donc tu sais, quand tu reçois des lettres dans ton courrier, les lettres qu'on envoie en nombre, Ouais. ces lettres sont mises en plis par des usines qui font ça. Moi, je travaillais pour une de ces usines. Et je ne connaissais pas du tout, c'était du marketing donc, du coup opérationnel. Et donc j'avais été embauché dans cette boîte-là et tu sais, je démarre et puis mon chef des ventes, je me rappelle à l'époque, me dit, tiens Yannick, il me dit, j'avais 25 ans, j'avais 25 ans tout juste. Isa venait juste d'avoir son accident, et enfin bon, bref, ça fait partie de mon histoire de vie. Et voilà, et donc à 25, j'avais 25 ans exactement, excusez-moi, j'essaie de remettre les bouts dans le truc. Et là, mon chef des ventes me dit, tiens, ben, vas-y, commence à prospecter. Et là, je prospecte, sauf que je ne sais pas de quoi je parle. Donc, je prospecte, mais je tombe sur des gens au téléphone, et puis à un moment donné, je tombe sur une dame qui fait des vêtements, qui crée des vêtements, et enfin qui crée des vêtements, qui a une marque qui s'appelle Bruno Saint-Hilaire, je crois Saint-Hilaire, la marque, qui a des vêtements assez sympas. Et la dame en fait me dit, tiens, ça peut être intéressant ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites? Elle me demande d'en rajouter, de dire ce que. Et là, moi j'en parle, mais j'ai pas, tu sais, j'ai pas d'assises, j'ai pas de conviction, j'ai pas de certitude, j'ai pas tout ça, donc du coup je suis hyper. Je suis tout fébrile en fait. Et là, la dame me dit écoutez, désolé, je peux pas vous donner de rendez-vous là, c'est pas possible. Voilà, et là, il craque. Voilà, je raccroche. Pourtant, j'avais dit mot pour mot ce que je devais dire. Je pense que j'avais fait ce qu'il fallait. Je dis, ah, putain, voilà. Et puis 3 semaines après, la fiche retombe et je me dis tiens, tu sais quoi, je vais l'appeler, cette dame. À tous les coups, elle aura complètement oublié que je l'ai appelée 3 semaines avant. Et tu sais quoi, je l'appelle. Et maintenant que j'ai plus de poils aux pattes, ok, je me dis, allez, j'y vais, voilà. Et là, j'appelle, bonjour madame, je fais de l'humour avec elle, tout ça et tout. Elle me dit, waouh, elle me dit, vous êtes un rayon de soleil, vous. Je dis, ah bah ouais, tout ça et tout. Je rigole avec elle, tout ça, machin. J'explique ce que je fais. Elle me dit, mais c'est génial ce que vous faites. Et là, en fait, au moment de prendre le rendez-vous, elle me dit, mais. Elle me dit, j'ai dit exactement, je peux vous dire, hein, j'ai dit exactement le même pitch qu'avant. Sauf que j'avais plus de confiance, j'avais plus de plomb, j'avais plus tout ça. Et elle me dit, mais vous m'avez pas. Il y a quelqu'un de chez vous qui m'a appelé il y a 3 semaines, je crois. Qui m'a appelé 3 semaines. Mais alors, je n'ai pas donné rendez-vous parce que franchement, il m'a pas du tout donné confiance et tout ça et tout.
Et je lui dis, mais c'était moi qui vous ai appelé il y a 3 semaines. Mais non, 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 c'est pas vous. Eh, je me rappelle très bien de sa voix. Il avait une voix toute tremblotante. C'était certain pas vous. Et en fait, elle pigeait pas en fait le truc. Et voilà. Et c'est dingue comme pourtant c'était le même. Hmm. Juste comme j'avais développé de la confiance, que j'avais déjà eu des rendez-vous, que tout ça, bam, je suis devenu un autre homme juste parce que j'ai eu une petite réussite avant. Qui faisait que du coup, je me suis dit, bah, c'est possible, je suis capable d'y arriver. Donc, si j'y suis arrivé une fois, je peux y arriver 2 fois, et 3 fois, et 4 fois. Et tout ça, ça demande un certain. Tu vois, tu me parlais de déclic tout à l'heure. Ça demande une certaine. Ça demande un peu de s'y filer, de se former, Ouais. de pratiquer. Et au bout d'un moment, quand on arrive à avoir une petite victoire, ben, on s'accroche à cette victoire-là pour se donner confiance et se dire que c'est possible. Tu sais, quelqu'un qui ramasse de l'or, il remue beaucoup plus de boue que d'or. Mhm. Mhm. Ok, eh Ouais. ben, c'est pareil, les noms, les refus, la peur, tout ça, ben, c'est de la boue. Et vous remuez votre boue, et voilà, et c'est comme ça. Et juste au moment où vous allez tomber sur la pépite qui va peut-être vous rendre millionnaire, ou j'en sais rien. Exact. Puis il faut remuer la boue pour trouver les pépites. Puis Voilà, j'aime ce que tu racontes, là, parce que tu sais, tu parles de 3 semaines, même produit, même script. Seule chose, c'est toi qui étais devenu une nouvelle personne, puis t'as inspiré la madame, puis et ouais, et moi, j'avais pas du tout l'impression, hein. Moi, j'ai pas l'impression d'être devenu une autre personne, mais j'avais plus de confiance et tout ça. Et quand je l'ai eu, ben, ça a fait mouche. Et normal. Et 3 semaines à appeler, à prospecter dans le dur, tu vois. Appeler ouais, tous les ouais. jours, de 9h du matin jusqu'à 19h le soir, tout le temps, tous les jours. Et bah, au bout d'un moment, tu deviens meilleur, automatiquement. Puis c'était quoi ta motivation hein, à ce moment, à cette époque-là de faire tout ça? Parce qu'il y en a beaucoup qui Alors, vont faire, oh, pff, c'est pas la peine, là. alors, moi, j'ai mon astuce par rapport à la prospection téléphonique. Aujourd'hui, on le fait quand même beaucoup moins la prospection téléphonique, Ouais. on le fait beaucoup plus qualifié, c'est beaucoup plus intelligent. À l'époque, moi, j'allais dans le dur, on prenait le bottin téléphonique, on appelait, voilà, parce qu'on n'avait pas Internet et on n'avait pas en tout cas l'intelligence d'utiliser Internet comme il fallait. Donc, moi, la chose que je faisais, c'est de me donner des tout petits objectifs et de Mhm. célébrer des tout petites victoires. Donc, par exemple, quand j'étais devant mon téléphone, c'était, tiens, mon job, premier objectif, décroche ton téléphone. Juste ça. Deuxième objectif, Mhm. compose le numéro de téléphone. Le premier. Troisième, et à chaque fois, c'est les victoires. Je choque. Victoire, victoire. Troisième objectif, c'est tu parles à la personne qui est au bout du fil. Boum. Quatrième objectif, bah, du coup, puisque tu as fait un appel complet, fais-en un deuxième, puis un troisième. Et petit à petit, en fait, et mon objectif, c'était pas d'avoir un bon contact, le premier. Premier objectif, c'est C'est de parler. mon premier objectif, c'était de faire sourire la personne. OK. Mon job, mon premier job, c'est me dire, la personne, elle ne s'attend pas à t'avoir au téléphone. Si Mhm. au moins elle sourit en t'ayant au téléphone, au moins, tu n'as déjà pas tout perdu pour elle. Tu vois, ma grand-mère, elle me disait toujours, ne laisse jamais quelqu'un venir à toi qui ne reparte pas plus enrichi d'un sourire, d'une connaissance, de quelque chose en fait. Ne laisse personne venir à toi qui n'est pas ressorti de ta rencontre plus enrichi, un meilleur humain, plus en confiance et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté chevillé au corps. Donc, de faire sourire une personne, pour moi, c'est, tu sais quoi, on y va comme ça. Voilà. Et ben ça, tu vois, ça faisait que quand je faisais sourire la personne, déjà c'est agréable. Et ce Mhm. qui faisait que les gens adoraient quand je les appelais. Je pouvais relancer 10 fois, 20 fois un client. Les gens adoraient que je les relance. Parce que je les Mhm. faisais rire. Je les faisais sourire. J'étais sympathique. Mhm. J'étais pas lourd. J'étais, voilà, et je faisais bien mon travail. Quand la personne m'avait confié quelque chose sur elle, je m'étais tout le temps débrouillé pour noter ce qu'elle m'avait dit. Et je dis, oh, comment va votre fille qui passait votre bac? Ça va bien? Ça va? Et voilà. Et c'est comme ça que j'arrivais à créer du lien et à prospecter et à devenir un super prospecteur. Parce qu'au début, mon job, c'était pas de vendre, mon job, c'était de créer la connexion. À partir du moment où tu as Mhm. commencé à créer la connexion, même avec la secrétaire, la petite secrétaire ou l'assistante, la petite assistante, je crée du lien avec tout le monde. Et je peux vous dire que quand vous avez tous ces alliés-là, les secrétaires, les assistants dans votre poche, je peux vous dire que votre rendez-vous, il est à quelques millimètres de vous. Parce que ces gens-là vont tout faire pour que vous ayez le Ouais. rendez-vous. C'est eux qui vont nous vendre. C'est eux qui vont. Et moi, c'était toujours comme ça que ça s'est passé. Et Mhm. quand je faisais des ventes et tout ça, que j'allais voir les gens, j'allais d'abord à l'accueil, dire hello, c'est moi, Yannick, je vous ai appelé. Merci, grâce à vous, j'ai le rendez-vous. Des chocolats. Bam. Hop, des petits chocolats, une petite attention qui va bien. Mais c'est rien à faire. Ça coûte rien à Mhm. faire. Et Mhm. t'es tellement perçu différemment. Tellement perçu différemment. Mhm. Tu sais, il y a une étude en France qui a été faite.
auprès des plus grands acheteurs français de la grande distribution. À l'époque, je travaillais pour la grande distribution, donc du coup, j'étais abonné à un magazine qui s'appelle le LSA en France. Et ce magazine-là, en fait, avait fait une étude sur plus de 40 000 acheteurs, à savoir qu'est-ce que vous aimez chez un vendeur. Hmm. Et alors, quand je pose la question, je disais, ça c'est quoi? Alors, je vais vous voilà, quelles sont les trois principales qualités que les acheteurs professionnels qui ne font que ça aiment voir chez un vendeur? Première qualité, numéro 1 devant toutes les autres, enthousiasme et dynamisme. Soyez le rayon de soleil de vos clients. Si vous êtes le rayon de soleil de vos clients, ils vont l'apprécier, c'est la première chose. Un acheteur, il voit des vendeurs tous les jours. Si le mec il se fait chier avec lui, s'il s'emmerde avec lui, ça n'a aucun intérêt. Si vous êtes le rayon de soleil de votre client, si vous êtes juste, que vous êtes sympathique, que vous êtes joyeux, mais pas une pile électrique, un mec complètement ou une nana complètement dingue, mais si vous êtes juste là-dessus, bah, ça marche en fait avec eux. Deuxième point, professionnel. Je veux un vendeur professionnel. S'il me dit qu'il m'envoie un catalogue, il me l'envoie. S'il me dit qu'il m'appelle lundi, il m'appelle lundi. S'il me dit qu'il m'envoie un mail, il m'envoie un mail. S'il me dit que... Ça peut vous paraître bête tout ça, mais c'est tellement rare d'avoir des gens sérieux devant soi que quand on a quelqu'un qui tient ses engagements, c'est très apprécié, comme vous dites les Québécois. Donc voilà. Et troisième élément, le sens des affaires. C'est quelqu'un qui est capable de voir quel est mon problème, moi en tant que client, et comment il va le résoudre mieux que les autres. C'est ça, avoir le sens des affaires. C'est détecter, pour un commercial, c'est détecter, tiens, il y a un besoin ici. Moi, je suis capable de te le combler, ce besoin-là, qui fait qu'on se retrouve dans une relation gagnant-gagnant-gagnant. Gagnant pour moi, gagnant pour le client et gagnant pour le monde entier autour. Ouais. Okay, et ces trois qualités-là, c'est pas difficile à développer. Quand tu réfléchis, tu te dis, mais attends, enthousiasme, dynamisme, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Je sais que personne qui regarde cette vidéo n'a jamais... Je sais que tout le monde est capable de faire preuve d'enthousiasme et de dynamisme. Ouais. Personne n'est dépourvu de cette qualité-là. Dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, est-ce que c'est compliqué à faire? Tenir ses promesses, tenir ses engagements, est-ce que c'est compliqué à faire? C'est pas compliqué du tout. Après, savoir détecter le besoin chez l'autre, chez l'un, ça demande un peu de pratique. Mais c'est juste de la pratique. Mais c'est ça. C'est ce que moi, je retiens. Parce que les deux premiers, souvent, ceux qui disent « Ah, j'aime pas les vendeurs, j'aime pas la vente, j'ai de la difficulté à vendre », c'est souvent des gens qui sont des beaux humains, qui sont dynamiques et que s'ils disent qu'ils font quelque chose, ils vont le faire. Donc, ils ont déjà les deux premiers. Puis le troisième, ben, ça se développe. C'est comme, dans les trois, le troisième, c'est le plus vite c'est le plus simple à développer. Mais les premiers sont des ouvre-boîtes incroyables. Les premiers, l'enthousiasme, le dynamisme et le professionnalisme vont vous ouvrir les portes. Mais ils vont ouvrir les portes de tout. Après, le reste, c'est que de la pratique, on s'en fout. Exact. Ça va aller. Donc, vous allez dire, ah merde, j'aurais dû dire ça, putain, j'étais capable de lui proposer ça. Ah, et ça va, vous allez apprendre peut-être à comprendre les affaires, à comprendre ce que la personne a besoin. Et c'est ça qui va faire de vous, en fait, des vendeurs d'exception. À multiplier tout le temps ça. Donc moi, en tout cas, en termes d'astuces par rapport à la prospection, ce que je voyais avant toute chose, c'est je veux être le rayon de soleil de mon client, me donner des petits objectifs et les faire sourire. C'est tout. C'est tout. Et mon objectif, c'était de multiplier les opportunités. Donc pour multiplier les opportunités, il faut que j'appelle. Plein de fois. Et donc du coup, plutôt que de voir ça comme une tonne en disant « Oh, faut que j'appelle, je suis dégoûté ». Mais non, je vais faire sourire plein de gens aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je vais changer la journée des gens que je vais avoir. Et s'ils ont la chance de me donner un rendez-vous, je vais peut-être changer leur vie. Okay. Et je crois aussi qu'il y a un degré aussi de confiance très puissant à avoir dans le produit que l'on vend. On doit être intrinsèquement convaincu que son produit est le meilleur. On doit, et si ce n'est pas le cas, débrouillez-vous pour vous informer sur votre produit, pour vous démerder à vous dire que votre produit est le meilleur. Informez-vous, gavez-vous, passionnez-vous pour votre produit. C'est pour ça que c'est plus facile de faire un métier passion. C'est beaucoup plus facile de faire un métier passion parce que quand c'est passionné, c'est pas difficile de creuser un sujet. Ouais. Mais intéressez-vous à fond, à 200% à votre produit
Et je peux vous assurer que plus vous le connaîtrez, plus vous l'aimerez. Et plus vous l'aimerez, plus vous serez capable de le vendre facilement. Au-delà de toutes les techniques de vente que je vais pouvoir vous donner, que Karl va vous donner, que tout ça, déjà, si vous avez juste ça, vous serez déjà un vendeur d'exception. Apprendre des techniques de vente telles que Karl va vous les enseigner ou que je vous les enseigne, ça va vous aider à faire la différence si vous avez un mec qui est aussi bon que vous en face, qui est aussi passionné. Là, ça va vous faire la différence. Mais pour moi, à la base, c'est même pas le cours de vente en lui-même. Le cours de vente, la technique de vente, elle est la même pour tout le monde. Bien que j'ai des trucs quand même sympas et que je sais que Karl aussi a des belles pépites. Mais la technique de vente, c'est la technique de vente. Ok. Ce qui est important, c'est la confiance que vous avez quand vous décrochez votre téléphone. Moi, je connais plein de gens qui n'ont jamais pris un seul cours de vente et qui sont devenus des cadors en vente. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la passion. Parce qu'ils étaient intrinsèquement convaincus que le client faisait une très mauvaise transaction s'il n'achetait pas chez eux. Tu ne vas pas laisser ton enfant ou ta mère acheter un produit de merde. Si tu sais que c'est toi qui es le meilleur, tu vas tout faire pour qu'il t'achète à toi. Si tu es convaincu que ton produit est le meilleur, tu le vendras à ta mère ou à ton père ou à n'importe qui parce que ton produit est le meilleur et tu le sais. C'est choquant ce que je vous dis là. Mais à un moment donné, si demain, je vous mets dans le, bon, une visualisation pas très sympathique, mais imaginez-vous que votre enfant, votre mère, quelqu'un que vous aimez profondément, est malade, incurable. Et que demain, vous savez que vous avez le médicament pour le soigner. Et que cette personne-là est résistante à prendre le médicament. Vous allez trouver tous les subterfuges, toute la force de conviction en vous nécessaire pour lui faire prendre ce médicament-là. Parce que vous savez, vous êtes intrinsèquement convaincu que ce médicament est vital pour lui. Et si quelqu'un d'autre essaie de lui vendre un autre médicament, vous allez dire non, c'est pas celui-là qu'il te faut, c'est celui-là qu'il te faut. Je le sais. Ok ? Et je veux dire, à un moment donné, en fait, c'est ce degré de confiance. Vous êtes, en tant que commerciaux, non, c'est représentant de commerce, excuse-moi, pour vous, c'est comme ça que vous dites. En tant que représentant de commerce, vous êtes des docteurs. Votre job est d'aller voir un patient qui est un prospect. Tiens, ok, je vais t'ausculter. T'as mal où, toi? Ok, t'as mal là? Ok. Écoute, je vais te donner le médicament pour ça. Le médicament, c'est ça. Si t'as pas le médicament, tu vas dire, tu vas voir un autre docteur. Ça, c'est clé. Tu vas voir un autre docteur. Mais tu as le médicament, tu dis, hey, ça, j'ai un super bon médicament pour toi. Il est très bon. Et ton job, c'est de trouver des gens qui ont cette problématique-là. Donc, tu es un docteur, en fait, en vrai. J'aime ça. J'ai aimé aussi tantôt quand tu as dit, tu fais le contact pour changer sa journée. Si tu as la rencontre, là, tu peux changer sa vie. Ouais. Mais si quelqu'un t'approche, tu commences ta journée et tu dis, hey, je vais faire sourire 10 personnes aujourd'hui. Tu ne contactes pas 10 personnes, là, tu fais sourire des gens. Qui n'aime pas faire sourire les gens? C'est ça. À un moment donné, fais-les rire, les gens. Fais-les sourire. Tu sais, trouve des accroches qui sont sympas, quoi. Juste pour ça. Moi, je m'amusais à dire, je m'appelle Yannick comme Yannick Noah et Alain comme Alain Delon. Parce que Yannick Noah, c'est quelqu'un de connu chez nous, que vous connaissez peut-être pas, vous. Et Alain Delon, c'est quelqu'un de connu aussi en France. Donc, du coup, ça faisait rire les gens. Et je disais, comme il y en a un qui est un grand noir et un qui est un blond aux yeux bleus, et les gens, je disais, voilà, et je disais, je suis le fils illégitime des deux. Oui, absolument. Voilà. Et pour le découvrir, madame, il faut me donner un rendez-vous. Voilà. Eh bien, oui, mais sauf qu'au bout d'un moment, en fait, les gens, ils disaient, mais c'est fou. Ah oui, c'est ça. Ils ont envie de te rencontrer juste parce que tu es sympathique. Voilà. Et combien de fois ça m'est arrivé? Une fois, ma petite amie vient d'avoir un accident de voiture qui l'a rendue handicapée, tétraplégique. Et je me bats, en fait, je suis dans je vends, en fait, de l'informatique. Et en fait, je suis plus commercial, je suis un vendeur en magasin. Et j'explose tous les compteurs. Tous les compteurs, j'explose. Pourquoi? Parce que je fais rire tous les gens qui viennent à mon comptoir. Et les gens, ils viennent, ils s'amassent autour de mon comptoir parce que je les fais rire. Parce que je les fais rire. À un moment donné, les gens, ils viennent me voir pour une clé USB. Et je leur dis une clé USB, je dis, j'ai un produit pour vous. C'est cet ordinateur portable. Dernier cri, qui voilà. Le mec vient pour une clé USB. Et je lui dis avec tellement d'humour ça, que les mecs disent, mais vous êtes un grand malade, vous. Et les gens, des fois, ils me disaient, comme je propose, parce que le job de proposer. Comme je propose, des fois les gens ils me disaient, bah, faites voir, il est en promo. Je dis, en plus, il est en promo. Pour de vrai, il est en promo. Vous voulez que je vous le montre? Boum, je partais, les gens, ils venaient pour une clé USB, ils repartaient avec un ordinateur portable. Pourquoi? Parce que je les ai pas forcés. Je les ai pas. Juste, j'ai proposé avec rire, avec. Tu as proposé et tu utilisais, tu sais, quand même, il y en a qui vont utiliser ces techniques-là, mais très sérieux. Puis le but, c'est pas vendre la clé USB, mais vendre l'ordi. Mais la façon que tu le fais, ça apporte une légèreté. Et puis moi aussi, j'utilise pendant mes appels des fois des phrases qui font cliché, là, mais au max. Mais c'est tellement cliché que ça fait rire. Parce que c'est comme, je viens pour une clé USB, il me présente un ordi.
Ah, c'est vrai, j'ai besoin d'un ordi. Tu sais, c'est simple. C'est Ouais, comme. mais j'ai avisé les trucs. Téléphone, tu prends la température avec la personne, tu lui dis comment allez-vous, bam, voilà une clé Ouais. USB, bien sûr, je vous donne laquelle, boum, le top. Après, je regardais, je disais, bon, je dis, je pense qu'il vous manque un produit dans votre escarcelle. On me disait, bon, qu'est-ce que vous pensez? Regardez-moi ce magnifique ordinateur Pentium. Top of the world, à l'époque c'était les Pentium, je vendais les Pentium. Regardez-moi cet ordinateur exceptionnel en fait, que l'on a en promotion aujourd'hui. Je dis, donc, je veux dire, il faut sauter sur l'occasion. Quoi. Et je prenais l'ordinateur et je le posais dessus. Je dis, donc, il vous faut quoi d'autre? Voilà. Et alors, ça les faisait rire. Ça, ils me disaient, mais t'es un grand Ah oui, malade. c'est ça. Quoi. Il vous faut quoi d'autre? Voilà. Je vous vends aussi l'établi, ok, sur lequel je suis. Je vous le vends aussi. Voilà. Et les gens, ça les faisait rigoler, en fait, tout ça. Donc, on se marrait. Et puis, bah, des fois, les gens, ils partaient avec les choses. Et puis, voilà. Et Mhm. après, l'important, c'est l'écoute. L'écoute que tu as des gens. Tu vois, donc, voilà. En tout cas, moi, je sais que la vente, avant tout, c'est rire. C'est s'amuser. Oui, puis tu l'as bien partagé aussi pendant toute l'entrevue, là. Puis c'est tellement vrai de juste écouter, partager, puis c'est ça. Ça augmente les ventes, mais ça augmente la joie aussi, tu sais. Puis quand tu disais au début, tu as dit les gens t'achètent toi, mais c'est ça. Ils n'achetaient pas l'ordinateur, ils achetaient l'expérience. Tu sais, c'est Mais comme oui. aller au théâtre, tu achètes un ticket pour assister au spectacle. Ben là, ils achetaient un ordi pour assister à ton spectacle. Ah, mais c'est un peu drôle. Et après, tu vois, si j'ai un conseil à vous donner également, vous qui nous regardez, vous savez, des vendeurs véreux, il y en a beaucoup. Il y a des gens à la, comment on peut appeler ça est-ce que j'ai un extrait là pour toi? Des gens qui sont des escrocs un peu, là je l'ai pas là, mais je l'aurai pour plus tard. Des gens qui vont être comme, tu sais, le loup de Wall Street. Tu Ouais. sais, des mecs qui sont sans scrupules. Tu vois, il y a des gens comme ça. Et tu as des vendeurs véreux, tu as les gens qui maîtrisent la persuasion, tu en as plein qui sont très mal intentionnés. T'as des gens qui sont des gourous de sectes, tu as des gens qui sont des Mhm. vendeurs véreux, tu as des gens qui sont des avocats véreux, tu as des politiciens véreux qui maîtrisent à merveille les rouages de la persuasion. Mais dites-vous aussi qu'il y a des personnes extraordinaires qui maîtrisent aussi les rouages de la persuasion. Moi, j'aime beaucoup parler de ces personnes-là parce que pour moi, ce sont aussi des gens exceptionnels. Mais si je prends un exemple de Gandhi, c'était un Mhm. maître de la persuasion, c'était un vendeur exceptionnel, Gandhi. Euh, Martin Luther King était un vendeur, un promoteur exceptionnel, un leader incroyable et un leader sait persuader, sait vendre. Quelqu'un comme Mère Teresa sont des vendeurs exceptionnels. Ça, c'est l'abbé Pierre chez nous. C'est une personne un peu comme Mère Teresa qui était en France, qui a beaucoup aidé, qui sont incroyables. Voilà. Après, d'autres personnes qui peuvent être peut-être un petit peu plus controversées, comme JFK, Steve Jobs, Elon Musk. Je sais que ces gens-là, Obama, mais des gens qui sont inspirants. Des gens Mhm. comme Mandela ou comme Bernard Tapie, que vous connaissez peut-être pas. Et ces gens-là, peut-être qu'ils sont controversés pour vous, mais ce sont des maîtres de la persuasion et surtout, ce sont des gens qui ont changé le monde dans une certaine mesure. Tous ces Mhm. gens-là. Et ça, je veux dire, à un moment donné, si vous voulez changer le monde, ce que je pense est votre cas, si vous voulez devenir meilleur, à un moment donné, c'est une obligation pour vous que d'apprendre à vous vendre et à vendre ce que vous faites, quoi. C'est une obligation. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Hmm. Merci pour ces belles paroles. Puis, tu sais, c'est ça le but. Et le monde a besoin de vendeurs humains, a besoin de gens qui vont aller vendre des idées humaines de cœur pour justement faire une différence positive, changer le monde. Merci beaucoup, Yannick, pour cette superbe entrevue. Moi, j'ai beaucoup aimé. Si vous avez des questions, des commentaires, écrivez ça juste ici, puis en dessous de la vidéo, on pourra répondre à tout Grand plaisir. ça. C'était un plaisir. Euh, Non. ben, ça a été très agréable. Est-ce que tu as un mot de la fin pour terminer Oh, cette ça a entrevue-là? coupé. C'est moi Et qui ai là, coupé ou... je crois que oui. Oh, c'est moi qui... Ah ouais, c'est bon. Excuse-moi, ça a coupé. Ça a été très agréable, j'ai entendu, mais c'est tout. Ça a coupé. Là, je te demandais si tu avais un mot de la fin, mais tu sais, ça a bien terminé. Ah, waouh. Mais... Non, autorisez-vous le meilleur pour vous, le meilleur pour les autres. Autorisez-vous d'être quelqu'un d'inspirant. Autorisez-vous d'être un vendeur autrement, d'être un Hmm. commercial autrement. C'est un vrai plaisir de te parler. Merci, Yannick. Je t'embrasse fort, prends soin de toi, mon loulou. Merci pour tout. Et puis, bah, écoute, bravo à vous de suivre Karl. Vous êtes des merveilles. Voilà, j'ai envie de dire. Voilà, bravo. Merci. Salut, Karl. Salut.